Et nous Bonjour. allons pouvoir commencer. Bonjour à toutes, puisque c'est encore une majorité féminine aujourd'hui. Bienvenue à ce nouveau webinaire d'Expat Pro. Aujourd'hui, le sujet sont les conjoints expatriés. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux membres du réseau Expat Pro, Juliette de Chaise-Martin et Davina Bessadaoud, qui vont nous parler de leur regard croisé, à la fois psychologique et à la fois trajectoire professionnelle. Juliette est psychologue clinicienne, travaillait longtemps dans l'humanitaire avant de se consacrer à l'accompagnement des expatriés. Elle vit aujourd'hui en Afrique du Sud. Et Davina est consultante en management holistique et expatriée depuis nombreuses années aussi, aujourd'hui à Chypre. Et elles vont toutes les deux nous parler de l'équilibre, organisation, équilibre psychologique des conjoints en expatriation. Je vous laisse la main, mesdames. Merci Margot. Merci Margot, enchantée et bienvenue à toutes dans ce webinaire que nous allons animer avec Davina effectivement de façon croisée. Je m'appelle Juliette de Chaise-Martin, je suis, comme le disait Margot, psychologue clinicienne spécialisée dans le suivi des expatriés. Je consulte en présentiel à Johannesburg et en visio pour les expatriés du monde entier. Alors, je vais avoir le plaisir de démarrer avec vous ce webinaire sur le conjoint expatrié et la trajectoire professionnelle. Alors, quand on démarre une expatriation, souvent on parle d'opportunités professionnelles, de découvertes culturelles, d'ouverture sur le monde. Mais pour le conjoint accompagnateur ou conjoint suiveur ou conjoint expatrié, selon comment on veut l'appeler, cette expérience est souvent très différente de celle de la personne qui part avec un cadre professionnel bien défini. Pour ce conjoint expatrié, l'expatriation, ça n'est pas seulement un changement de pays. C'est un changement de place, un changement de rôle et parfois même un changement profond dans la manière de se percevoir soi-même. C'est très souvent accompagné d'un changement de parcours professionnel. Ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est cette question de transformation de l'identité à travers le prisme de la vie professionnelle. Avec cette idée bien ancrée que cette période, même si elle peut être déstabilisante, peut aussi devenir un moment de transformation. Pour comprendre ce qui se joue dans cette expérience, il faut d'abord revenir à quelque chose de fondamental, la manière dont notre identité se construit et se maintient dans le temps. Notre identité, elle se construit tout au long de notre vie. En fait, elle est en mouvement permanent. Et elle repose souvent sur un équilibre précaire entre ce que nous sommes, ce que nous faisons et la place que nous occupons dans nos environnements respectifs. Dans nos pays d'origine, il existe une forme de continuité. En fait, il y a une cohérence entre les activités, les relations, les lieux, la langue, la reconnaissance sociale. Même si bien sûr tout n'est pas parfait, il y a une forme de stabilité qui permet de se sentir à sa place. Ce sentiment de continuité, il est justement essentiel parce qu'il permet de se sentir la même personne d'un jour à l'autre, d'un contexte à l'autre, malgré les évolutions, les changements, les épreuves. Et il donne cette impression intérieure de cohérence. Je me reconnais, je sais qui je sais d'où je viens, et je peux me projeter vers où je vais. On reviendra sur cette question de projection. L'expatriation, elle vient rompre cette continuité. Elle introduit une rupture avec la vie d'avant. Et elle place souvent le conjoint expatrié face à une forme de vide. Alors bien sûr, pas forcément un vide au sens d'absence d'activité. On sait qu'il y a souvent énormément de choses à faire en tant que conjoint expatrié, mais un vide plutôt au sens des repères internes et externes. On pourrait parler d'un vide dans la manière de se situer, de se définir et de se reconnaître soi-même.
Ce vide, il peut être déstabilisant parce qu'il vient toucher quelque chose de très profond, qui est justement le sentiment d'identité. En expatriation, pour le conjoint expatrié, il y a beaucoup à reconstruire. Et cette situation peut engendrer un certain nombre de ressentis. Il peut y avoir un besoin de reconnaissance, des frustrations, du découragement, parfois aussi un sentiment d'injustice, et très souvent, ce que j'entends moi en cabinet, une forme de culpabilité de ne pas se sentir aussi heureux que la situation perçue comme privilégiée le laisserait supposer. Dans ce contexte, il y a une question forte qui peut émerger, mais paradoxalement de manière souvent silencieuse. Si je ne fais plus ce que je faisais avant, qui suis-je maintenant? On peut alors traverser ce qu'on appelle un flottement identitaire, c'est-à-dire un moment où on ne se reconnaît plus tout à fait, où l'on hésite, où l'on se sent en décalage. Il est vraiment important, et je dirais même crucial, de comprendre que cette phase ne correspond pas à une perte d'identité, mais plutôt à un temps de réorganisation. L'identité ne disparaît pas, elle se transforme. Elle cherche de nouveaux appuis, de nouvelles formes d'expression et de nouvelles manières d'exister dans un environnement différent. Dans cette transformation identitaire, certains repères sont plus fortement impactés que d'autres. Et parmi ces repères impactés, il y en a un qui occupe une place tout à fait particulière dans nos sociétés et dans la construction de soi. Je parle bien évidemment du travail. Parce que le travail joue un rôle particulièrement important dans cette transformation identitaire. Le travail, c'est vraiment un pilier de l'identité. Aujourd'hui, dans nos sociétés, il occupe une place centrale, il structure le temps, il organise les journées, il inscrit chacun dans un réseau de relations sociales et de responsabilités. Mais au-delà de ça, il participe fortement à la construction de notre identité, et notamment dans la construction psychique de l'individu. Finalement, on pourrait presque dire que travailler, ce n'est pas seulement produire quelque chose, c'est se produire soi-même. À travers le travail, on agit, on décide, on fait des choix, on résout des problèmes, on développe des compétences. On se confronte à la réalité, on se confronte aux autres, on se confronte aux contraintes. Et dans cette confrontation, il y a quelque chose justement de l'identité qui se joue, qui se construit, qui se transforme, qui se confirme. Alors le travail, c'est aussi un lieu de reconnaissance. En fait, dans le travail, on peut avoir des retours, des validations, des signes que ce que l'on fait a une valeur. Et cette reconnaissance extérieure, elle vient justement soutenir ce qu'on appelle en psychologie l'estime de soi. L'estime de soi a une véritable dimension narcissique, c'est-à-dire que c'est intimement lié au sentiment de valeur personnelle. Pour utiliser une image, on pourrait dire que le travail agit un peu comme un miroir, c'est-à-dire qu'il va renvoyer une image de soi comme étant capable, utile et compétent. Alors vous me direz, quand ce miroir disparaît ou qu'il devient inaccessible, qu'est-ce qui se passe? Cela peut fragiliser profondément ce sentiment de valeur. On y reviendra un peu plus tard. Le travail, ça permet également de s'inscrire dans le monde social. Il donne une place identifiable, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé au cours de vos parcours, mais le travail, ça permet de répondre de manière relativement simple à des questions comme qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail dans la vie? Finalement, qui es-tu? Et ces questions, elles peuvent sembler anodines, mais en fait, elles sont beaucoup plus complexes quand le travail disparaît, devient incertain ou qu'il se transforme. Enfin, le travail, ça participe à une forme de continuité de soi dans le temps. Il s'inscrit dans une trajectoire, dans un parcours, dans une histoire. Il permet de se projeter, d'imaginer un futur et de construire des étapes.
Et ça, c'est très sécurisant. Lorsque cette trajectoire est interrompue, surtout de manière brutale, cela peut créer une forme de discontinuité dans le récit de soi, c'est-à-dire son histoire propre. Et c'est précisément ce qui se joue souvent en expatriation. On comprend que quand ce pilier est fragilisé, les effets ne sont évidemment pas uniquement organisationnels, parce qu'ils viennent toucher quelque chose de beaucoup plus profond, et en particulier dans les situations où le travail devient difficile, voire impossible à exercer. En expatriation, la place du travail peut être profondément remise en question. Pour le conjoint accompagnateur, il n'est pas toujours possible d'exercer une activité professionnelle, comme par exemple ici à Johannesburg, ou bien le conjoint accompagnateur peut se retrouver dans une situation où il a dû quitter son boulot et du coup doit se réinventer s'il veut poursuivre sa vie professionnelle. Et comme je disais tout à l'heure, cette situation ne correspond pas uniquement à un changement d'organisation, elle touche directement à l'identité, à l'estime de soi et au sentiment d'utilité. Parce que lorsque l'activité professionnelle s'interrompt, il peut apparaître une forme de perte de statut et une impression de dépendance financière, mais pas uniquement, une dépendance aussi symbolique. Et le regard que l'on porte sur soi peut se modifier progressivement. Il y a des doutes qui peuvent émerger, des doutes sur sa compétence, sur sa légitimité, sur sa capacité à retrouver une place plus tard. Et certaines personnes vivent une forme de décalage entre ce qu'elles ont été et ce qu'elles vivent actuellement. Ces périodes de transition, qu'on voit particulièrement en expatriation, sont des périodes propices à l'apparition ou au renforcement de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui est une difficulté à se sentir légitime, même lorsque les compétences sont là. Un peu comme si l'arrêt ou la redéfinition du travail ou la pause professionnelle venait invalider ce qui a été construit auparavant. Alors, je voudrais m'arrêter une petit instant sur ce syndrome de l'imposteur, parce que je trouve qu'il mérite qu'on s'y arrête. Il apparaît très fréquemment dans ces situations d'interruption ou de transition professionnelle. Il touche en immense majorité les femmes. Donc, il ne s'agit pas d'un manque réel de compétences, mais d'un décalage entre les compétences objectives et la manière dont la personne se perçoit. En gros, d'ailleurs, il touche énormément les femmes très compétentes en général, malgré un parcours, des réussites, une expérience, la personne peut avoir la conviction persistante de ne pas être légitime, de ne pas mériter sa place, voire même, et c'est le mot imposteur, de croire qu'elle trompe les autres et qu'elle va être démasquée un jour ou l'autre. Les réussites sont attribuées à des facteurs extérieurs, la chance, le contexte, l'aide des autres, tandis que les difficultés viennent confirmer une impression d'incompétence. Alors ce fonctionnement, il repose vraiment sur un système de croyance qui peut être parfois et malheureusement profondément ancré, qui peut s'être construit très tôt dans sa vie professionnelle et même avant, et comme je disais tout à l'heure, c'est réactivé dans des périodes de transition comme l'expatriation. Parce que le changement de cadre, la perte des repères habituels et l'absence de validation extérieure viennent fragiliser cette fameuse assise narcissique et réactiver le doute. Et il est vraiment important de comprendre que ce phénomène ne dit absolument rien du niveau réel de compétence, mais parle plutôt de la manière dont la personne se perçoit et s'évalue. Alors il y a aussi quelque chose de plus silencieux, mais de très important dans la rupture de la vie professionnelle telle que cela peut être vécu en expatriation. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est une atteinte de la capacité à se projeter. On a besoin de se projeter. Quand le travail structure le futur, du coup son absence peut rendre l'avenir flou, incertain et difficile à imaginer.
Et du coup, ça peut donner une impression d'être un peu en suspens entre un passé qui n'est plus accessible parce que quitté et un futur qui n'est pas encore défini. Et pourtant là, il est essentiel de poser un repère très clair, à savoir que l'absence de travail rémunéré ne correspond pas à une absence de valeur. À ce moment-là, je pense qu'il est vraiment important d'insister sur ce point essentiel du lien que l'on peut parfois faire entre travail, travail rémunéré et valeur. L'absence de travail rémunéré ne doit pas se transformer en perte de valeur personnelle. Si la place professionnelle est bousculée, la personne, elle, continue d'exister, d'apprendre et d'évoluer. À partir de ce point se pose une question importante. Comment regarder cette période autrement que comme une simple perte? Est-ce que ce temps, contraint au départ, pourrait aussi devenir un espace à investir différemment? Je vous propose de changer de regard. L'expatriation, ça peut être vécu comme un temps de mise à l'arrêt professionnel, mais ça peut être aussi envisagé comme un temps de transformation. Et il est peut-être là l'enjeu. Alors tout d'abord, je pense qu'on doit toutes le savoir, l'absence de travail rémunéré n'empêche pas l'activité au sens large. Et dans nos différents contextes d'expatriation, il est bien évidemment possible d'investir d'autres domaines, comme la formation, l'engagement associatif, les projets personnels, les activités créatives ou encore l'implication dans la vie locale. Certes, ces activités ne remplacent pas toujours un emploi, mais elles permettent de maintenir une dynamique et de nourrir le sentiment d'utilité et de préserver l'estime de soi. En fait, d'un point de vue psychologique, elles vont participer à une forme de continuité du parcours et peuvent, le moment venu, faciliter une reprise d'activité avec une expérience enrichie et une meilleure connaissance de soi et bien évidemment de nouvelles compétences. Donc l'enjeu, c'est de ne pas laisser cette période devenir un espace vide, mais au contraire, un espace à investir, à explorer et à construire. Si la période de transition professionnelle ou de perte de repères professionnels peut fragiliser ou faire douter, elle peut aussi être une opportunité, un espace de transformation, de découverte de ses ressources et d'élargissement de son identité. L'expatriation ne retire pas une identité, elle oblige à la redéfinir. Et même lorsque l'identité professionnelle est bousculée, la personne peut continuer d'évoluer, d'apprendre et de contribuer autrement. Donc à travers ce qu'on vient de voir, il y a une idée centrale qui se dégage, c'est que l'expatriation du conjoint n'est pas une parenthèse vide, et encore moins d'un point de vue professionnel. C'est une période de transition profonde qui vient bousculer les repères, fragiliser certains appuis, mais aussi ouvrir un espace de transformation. La question n'est donc pas seulement comment retrouver ce que j'avais avant, mais peut-être plutôt qu'est-ce que je peux construire à partir de là dans ce nouveau contexte. Et c'est précisément ce passage entre déstabilisation et reconstruction que Davina va venir approfondir en proposant des clés pour envisager concrètement la manière de reconstruire une activité professionnelle alignée avec la réalité de vie actuelle, en abordant notamment les ruptures professionnelles et les possibilités de reconstruction d'une activité alignée. Davina, je te laisse la parole. Merci Juliette. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit en disant que l'identité ne s'efface pas, elle se transforme. C'est tellement vrai et malheureusement, on ne le voit pas souvent de cette manière-là. Avant de me présenter, je vais juste vous raconter une anecdote. Il y a quelques années en arrière, lorsque je participais à un événement, on m'a demandé qui j'étais. Et là, j'ai répondu, je suis business management consultant. Je suis maman. Je m'étais définie dans un rôle avec un titre professionnel et en fait, c'était ce qui me définissait.
jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'existe pas au travers de ce justement, je suis comptable, je suis professeur, on doit exister autrement. On doit parler de nous comme ce qu'on est en tant que personne et non pas ce qu'on est défini par notre travail. Et tu l'as dit, Juliette, tout à l'heure, j'ai noté le travail nous définit qui es-tu. Et ben, effectivement, on est dans une société où en fait, il faut qu'on ait un job, il faut qu'on ait un travail pour exister, malheureusement, alors qu'en vrai, on peut exister de plein de manières. Donc, merci beaucoup, Juliette, pour ce que tu as proposé. Du coup, j'en profite pour me présenter. Donc, je suis Davina Bessadaoud, française et expatriée depuis 2007. J'accompagne des professionnels et des entrepreneurs en mobilité internationale dans leurs enjeux d'organisation et d'équilibre. En fait, l'idée, c'est d'avoir une approche globale, c'est-à-dire intégrer un métier aux dimensions humaines, émotionnelles et organisationnelles qui soient durables et non pas l'inverse. Et j'ai également créé un programme de webinaire destiné aux expatriés et aux conjoints mobiles, justement axé sur la création d'activités professionnelles. Maintenant, je vais juste partager une présentation que je vous ai préparée, voilà, qui est là. Est-ce que vous voyez bien tous l'écran? Oui, Oui. super, génial. Oui. Euh, du coup, j'en profite pour dire que Juliette et moi, on a décidé, avant de commencer, de créer ce webinaire toutes les deux parce qu'on avait l'impression que autant moi, je peux parler du contexte professionnel, mais je peux pas intervenir aussi bien que le fait Juliette sur le contexte psychologique et l'approche, alors qu'en fait, les deux sont complètement complémentaires. Et l'approche de Juliette sur l'expatriation, ce qu'on fait de notre rôle et ensuite les aspects concrets de qu'est-ce que je peux faire malgré mon expatriation ou le fait que je sois un accompagnateur de mon conjoint. Voilà, c'était l'idée de créer ça ensemble. Donc, moi, ce que je voudrais mettre en avant plutôt, c'est le passage un peu plus concret de ce qui se passe quand on aimerait aussi exister professionnellement et que c'est pas toujours possible et qu'on aimerait bien se lever le lundi matin, pas juste pour aller chercher les enfants à l'école, mais pour avoir envie de faire quelque chose qui nous correspond. Dans mon accompagnement, de manière générale, j'observe des difficultés qui sont rencontrées par les conjoints d'expatriés, qui sont pas liées à un manque de compétences ou à un manque de motivation, mais très souvent, c'est un problème de rupture professionnelle et qu'on sent très réellement dans notre approche. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement avec nous-mêmes pour ensuite en faire quelque chose qui soit cohérent pour le futur. Donc l'expatriation ne crée pas seulement en fait un changement de pays, on est d'accord. Elle crée aussi des ruptures professionnelles. Du coup, je peux le dire puisque j'ai dû recommencer ma carrière professionnelle il y a 6 ans, recommencer de zéro parce que j'ai dû quitter le pays d'accueil où j'étais. Et clairement, on a un peu l'impression de perdre nos repères. On ne sait plus qui on est, de quoi on est capable, alors que finalement on avait une carrière bien avant. Donc il y a une vraie rupture de continuité. La carrière s'arrête ou se met en pause et qu'est-ce qu'on devient? Tout à l'heure, Juliette l'a mentionné. La rupture de réseau aussi, parce qu'on crée des réseaux professionnels, on crée des liens, on crée des collaborations et puis d'un coup, on doit repartir. La rupture de reconnaissance, qui veut dire que ce qui faisait de notre valeur, qu'est-ce qui faisait qu'on avait l'impression d'apporter quelque chose et qui là, tout de suite, n'est plus visible parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire ou où aller et une rupture de projection. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on a du mal à, comme aussi Juliette l'a dit tout à l'heure, on a du mal à se projeter parce on n'a pas de futur devant nous. On ne sait pas où les choses vont aller et c'est à ce moment-là que les doutes commencent. Et il n'y a pas que les doutes d'ailleurs, il y a aussi des freins psychologiques qui apparaissent justement quand on a cette rupture professionnelle. Et pas parce qu'on n'en est pas capable, pas parce on n'a pas la capacité, mais parce que notre environnement a changé, le lieu où nous sommes, les habitudes, les pertes de repères. Et donc, le premier frein que moi je vois le plus souvent quand j'accompagne des professionnels, c'est la perte de confiance. Lorsqu'on ne travaille plus ou lorsqu'on change de contexte, on peut avoir envie de douter de nous, de douter de notre valeur. Tout à l'heure aussi, Juliette l'a mentionné.
Il y a aussi le problème de sentiment d'élégitimité. On pense que nos compétences ne sont plus utilisées, ne sont plus reconnues, ou bien il n'y aura peut-être pas besoin de nous dans ce pays où je viens d'arriver. Et la peur de se réinventer aussi, c'est pas facile parce qu'il faut savoir s'adapter d'un pays à l'autre, comprendre quelle est la place pour nous sur ce nouveau marché. Euh, et aussi, ça nous demande de devoir faire des choses qu'on n'avait peut-être pas fait avant, qu'on maîtrise pas très bien, qui sont pas toujours évidents. Et donc, évidemment, bah, la difficulté de se projeter, on a un problème, on voit plus très clair quel est mon avenir professionnel, qu'est-ce que je peux faire, qui je deviens exactement. Et donc, l'idée, c'est que il y a un moyen, en fait, de passer comme le disait Juliette, d'une rupture à une transformation. C'est-à-dire que finalement, on oublie que quand on arrive dans un nouveau pays ou dans un pays d'accueil, on arrive avec un bagage qui est l'expérience, les opportunités qu'on a rencontrées. C'est très enrichissant d'aller vivre à l'étranger et c'est très enrichissant pour nous-mêmes en tant que personnes et pour nos connaissances. Donc en fait, l'idée c'est pas de se retrouver à se dire je vais faire quoi comme métier exactement. L'idée c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme activité professionnelle qui soit en fait alignée à mon mode de vie. Et quand j'entends par mon mode de vie, c'est-à-dire qui suis-je en fait? J'ai voyagé, j'ai eu de l'expérience, je suis partie de plusieurs pays, je reviens dans un pays qui est complètement nouveau pour moi. Quelle est ma force? Qu'est-ce que je suis capable de faire? J'ai souvent tendance à parler de mon expérience professionnelle quand je suis arrivée à Chypre, alors qu'au Liban, tout le monde me connaissait, et les gens savaient qui j'étais. Euh, Ici, je suis arrivée, personne ne me connaissait. J'avais une identité, un problème d'identité. Je savais plus quelle était ma valeur. J'ai absolument voulu recréer une activité professionnelle en essayant de chercher euh, le projet, l'idée unique que personne n'a eue, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, tout ce que tu as appris dans ta vie, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu maîtrises, il faut que tu saches l'utiliser. Mais avant ça, il faut que je sache qui je suis, quel genre de personne je suis. Je ne suis pas juste un, un business management consultant, je suis aussi une personne. Et il faut aussi pour que cette activité soit alignée à mon mode de vie, il faut qu'elle soit alignée à la réalité de ma vie, à ma réalité familiale. Il faut que j'aille quand même chercher les enfants l'après-midi, il faut que je sois là pour eux. Il y a aussi de la mobilité, c'est-à-dire que je risque peut-être de repartir dans 2 ou 3 ans, je vais peut-être pas rester ici pour toujours. Et puis il y a aussi mes aspirations. Pourquoi pas faire quelque chose qui s'adapte à moi et non pas l'inverse. Très souvent, on vit dans un mode de vie où il faut qu'on s'adapte à notre métier et que notre vie entière s'adapte à notre métier. Moi, je pars du principe que ça ne doit pas être le cas. Je pars du principe que ça doit être fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que notre métier doit s'adapter à ce que nous sommes. On doit construire un métier qui nous ressemble pour qu'il y ait une vraie facilité après de le développer, mais aussi pour qu'il y ait une vraie structure. Donc en fait, ce que je voulais dire ici, c'est que la reconstruction professionnelle en expatriation, elle ne consiste pas à retrouver exactement le même métier. Elle consiste à construire une activité que vous allez porter, une activité qui, sans beaucoup d'efforts, vous allez pouvoir l'utiliser. Ce que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est qu'on n'a pas le droit de choisir entre être une maman, une femme, un conjoint accompagnateur et une personne professionnelle. On doit pouvoir être capable de comment dire, de pouvoir vivre sa vie exactement comme nous le sommes. Donc, c'est-à-dire que je vais créer un métier qui va être transportable. Donc, je vais pouvoir créer une entreprise, peut-être par exemple, on va dire en France, que je pourrais, ou alors par exemple à Chypre, ici c'est un meilleur exemple. Ici, vous pouvez créer une entreprise si vous habitez ici, et si vous êtes amené à voyager, selon les contextes, vous pouvez continuer à utiliser votre entreprise. Vous avez votre activité professionnelle qui est là. Vous pouvez, peu importe dans quel pays vous êtes, continuer à utiliser. Alors je sais qu'en Europe, c'est quand même plus facile qu'en dehors, mais il y a d'autres moyens aussi que je peux développer plus tard qui sont les plusieurs
types d'activités professionnelles comme le portage salarial, etc., qui sont des options quand vous êtes à l'étranger. Ça peut être aussi un métier qui vous permet de travailler de la maison pour pouvoir être euh, près de vos enfants quand vous en avez besoin, ou un métier qui peut être aussi sur un ordinateur. Comme ça, quand vous repartez dans quelques années, vous pourrez emmener avec vous votre métier. Il y a aussi cet aspect où on propose très souvent de, de créer une activité professionnelle en ligne, c'est-à-dire que on va créer un système où on va pouvoir avoir toute notre clientèle en ligne, avoir un réseau en ligne, donc par exemple faire des webinaires, etc. Et comme ça, quand on voyage, vous pourrez aussi prendre avec vous votre métier, prendre avec vous vos connaissances. Par exemple, Expat Pro est un bon exemple. Expat Pro, c'est un réseau qui nous permet de rencontrer des gens qui nous ressemblent, des gens qui comprennent l'expatriation. Et si on a besoin de travailler avec quelqu'un, on sait qu'on pourra aider au travers de ce réseau, par exemple. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'une activité, elle doit respecter la personne que vous êtes aujourd'hui, elle doit avoir une réalité familiale, une mobilité qui vous correspond. C'est vraiment l'idée je me suis un peu mêlé les pinceaux, mais voilà, les difficultés sont pas un manque de compétences, ayez confiance en vous. Choisissez une réorganisation professionnelle qui est facile pour vous à porter tous les jours ou qui vous donne envie de vous lever tous les matins euh, et que voilà, j'ai perdu mes mots. Bref, voilà. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a moyen en fait d'avoir un métier qui vous porte, un métier qui vous emmène et qui vous apporte plus que ce qu'on croit. Il faut se faire confiance. Il faut pas croire qu'on n'en est pas capable. Il faut pas croire que parce qu'on est conjoint, on n'a pas le droit de le faire. Mais on peut se faire confiance et on peut créer voilà une activité qui nous ressemble. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a envie d'échanger sur des difficultés qui auraient pu être rencontrées ou sur des questions que vous vous posez sur votre création professionnelle, quoi faire, où aller, comment exister, pas juste en tant que conjoint d'expatrié? Moi, je veux bien poser, enfin, je sais pas si c'est poser une question, mais ou ajouter quelque chose. Je sais pas. En tout cas, c'est très intéressant tout ce que vous nous avez dit toutes les deux. Mais c'est plutôt de dire aussi, enfin, il y a plusieurs voies. Il y a la voie professionnelle et puis, comme le disait Juliette, bien sûr, il y a la voie peut-être de l'associatif, de la créativité, etc. Mais moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, puisque j'ai vécu plus de là, plus de 20 ans, largement plus de 20 ans à l'étranger, je trouve que c'est aussi toujours l'occasion de développer de nouvelles compétences et de se former éventuellement, soit sur place, soit en ligne. En plus, aujourd'hui, les structures à distance existent. Se former, je dirais même ajouter une nouvelle compétence et en fonction effectivement, comme tu disais, Davina, du pays dans lequel on est, du moment de la vie dans lequel on est aussi. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes quand on Exactement. est maman de jeunes enfants, et quand on est maman d'ados et quand on est expatrié sans enfants. Mais peut-être aussi se former, acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir les mettre en place dans une nouvelle activité professionnelle ou pour compléter son activité professionnelle. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé durant mes années d'expatriation, tout au long de la vie familiale, donc et après. En expatriation, c'est vraiment de me dire à chaque nouvelle expatriation, de me dire, alors là, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Professionnellement, moi, j'avais mon bagage en main, je l'ai toujours eu, donc ça, c'était pas, j'allais pas changer de métier. Mais à chaque expatriation, me dire, bon, bah, c'est, hop, on remet les compteurs à zéro et on peut, enfin, pas vraiment à zéro, mais on peut ajouter de nouvelles compétences. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Et je trouve que la formation est un bon booster au départ.
je dis pas qu'il faut faire que ça, mais je trouve que quand on arrive en expatriation, là, dans cette phase un peu de flottement, la partie de se dire je vais me former, mais pas forcément une formation de 2 ans, hein, mais je vais me former à quelque chose de nouveau, c'est un sacré booster pour la confiance en soi, pour le regard des autres aussi, au tout début où on ne sait pas très bien quoi répondre quand on dit qu'est-ce que tu fais et on n'a pas encore forcément relancé son activité ou avoir une nouvelle activité. Ben, en ce moment, je fais une formation de ça. Voilà. Dans le pitch, c'est facile à dire et ça Et permet surtout que la formation, ça peut juste être une un idée. moment, un tremplin Bien de sûr, se dire, je vais profiter de faire quelque chose que j'avais jamais eu le temps de faire avant, que tout j'avais à fait. jamais osé faire. Mm. Et pour le coup, moi, ce qui m'a permis de rebondir quand je suis arrivée à Chypre, c'était les associations locales qui nous reçoivent, qui nous aident à créer un réseau. Ça fait du bien humainement parce justement, on se cherche un petit peu. Donc, les formations, les associations, les réseaux locaux, tout ça, ça aide énormément à pouvoir essayer de se retrouver, se dire, bon, bah, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oui. Là, pour le coup, on est d'accord que il faut que ça commence par là, en fait. Ouais, et moi, ce que tu dis, Cécile, fait vraiment écho parce que c'est lors d'une expatriation au Cameroun que j'ai repris des études en me disant qu'est-ce que je veux faire de cette expatriation, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Il y avait cet espace, cette page blanche devant moi, parce que j'avais quitté mon boulot j'ai travaillé moi pendant 15 ans dans l'humanitaire. Et quand mon mari était muté au Cameroun, je me suis retrouvée devant cet espace vide. Alors, j'avais 4 jeunes enfants, donc c'était bienvenu aussi dans le temps de vie familiale. Mais au bout d'un an, je me suis dit, mais finalement, moi, qu'est-ce que je vais en faire de ce temps qui m'est donné? Et c'est là où j'ai repris des études. Alors, voilà, moi, ça a été 5 ans d'études pour arriver jusqu'au M2 de psychologie clinique, donc avec une université en France qui permettait de faire ce parcours à distance. Mais je te rejoins tout à fait dans le fait que, en fait, ça a été très constituant pour moi à travers cette expatriation d'avoir ce projet-là pour moi. Ça m'a aussi permis de mettre des limites, de lui donner de la place à ce projet, de pouvoir mettre des limites par rapport à l'engagement vis-à-vis de la vie familiale, vis-à-vis de la vie conjugale, etc. Et d'avoir aussi quelque chose à raconter dans le sens où par rapport à cette fameuse question de et donc, qu'est-ce que tu fais de ce temps, qui est une question qu'on entend soit concrètement, soit dans certaines questions, on entend cette deuxième petite voix derrière, qui était de répondre à cette question par ça. Et en fait, ça a été très bon, effectivement, très constituant pour mon projet. Donc, je te rejoins tout à fait par rapport à ça. Et aujourd'hui, les plateformes de formation en ligne sont hyper nombreuses et donc il y a toujours effectivement matière à trouver un centre d'intérêt, quelque chose qui permette d'avancer. Et par rapport à cette notion de miroir que j'ai abordée tout à l'heure, ce que la vie professionnelle peut donner comme miroir, la formation et le développement de ses compétences, en fait, le regard qui va vraiment poser l'assise narcissique la plus solide, c'est son regard par rapport à soi-même. Donc, se sentir dans une dynamique de croissance personnelle, dans une dynamique de recherche, de réflexion, en fait, ça apporte énormément de bien-être et d'estime de soi. Donc, je rejoins tout à fait ta prise de parole. Merci. Moi, je peux, si vous voulez, je peux rajouter une petite information, c'est que quand on a envie de reconstruire sa trajectoire professionnelle et qu'on ne sait pas vraiment par où commencer, ce que je propose d'habitude, c'est déjà peut-être pas chercher tout de suite un travail, parce que parfois on peut pas travailler en tant qu'expatrié pour différentes raisons selon le pays où on est, mais peut-être faire un point clair sur la situation actuelle, c'est-à-dire quel est le temps que j'ai, quelles sont mes possibilités, quelles sont mes priorités, quelles sont mes envies professionnelles, essayer de se poser enfin envers soi-même, passer un moment avec moi-même en me disant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qui suis-je du coup, ben, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je sais faire, ou bien qu'est-ce que les gens parfois me demandent souvent et qui a l'air d'être facile pour moi. Ensuite, quelles sont mes contraintes réelles, c'est-à-dire bah, je dois récupérer les enfants tous les jours à telle heure ou telle heure, ou bien je sais pas, ça peut être il faut que je parte en France toutes les 6 semaines quand on est en vacances, ce genre de choses. Et quel est le mode de vie que j'aimerais bien construire
désormais que je voudrais prendre avec moi. Donc, quelque chose qui soit sur du long terme. Qu'est-ce qui me correspond en termes euh, d'organisation quotidienne. Et à partir de là, on peut commencer à reconstruire une trajectoire professionnelle qui soit cohérente et durable. Donc, qui suis-je? Qu'est-ce que je sais faire? De quoi je suis capable? Ou bien qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont mes contraintes réelles que je peux pas ignorer? Et quel est le mode de vie que j'aimerais construire? Comment je me vois dans quelques années? Ça, par exemple, ça peut être des pistes pour le début. Moi, j'ai une question. Quand on a ce projet de reconstruction professionnelle un petit peu, par quoi on commence? Enfin, quelle est la première pierre qu'on pose si on a envie justement de reconstruire une identité professionnelle quand c'est la première fois, quand on ne sait pas encore comment faire, euh, par où on commence, quoi. Juliette, tu veux répondre? Je veux bien proposer déjà une première réponse à cette question d'un point de vue psychologie. Il me semble que la première étape, c'est déjà de pouvoir accueillir cette étape-là, de pouvoir se positionner clairement sur un moment de sa vie où on a envie, où on a besoin, où les contraintes ont fait que on va redéfinir son projet professionnel. Il me semble que d'abord, il y a ce mouvement-là d'accueil de ce mouvement de vie, de cette trajectoire de vie, de ce moment où il y a cette redéfinition à construire. C'est d'abord de l'accueillir pour que les forces ne soient pas occupées, entre guillemets, les forces psychiques ne soient pas occupées à revenir sans cesse en arrière ou à aller trop vite en avant, mais pouvoir bien incarner ce moment-là, le moment présent de ce qui est en train d'être vécu. Et la deuxième chose, ce serait de pouvoir prendre un temps de relecture sur sa vie professionnelle passée et son rapport à sa vie professionnelle passée pour pouvoir en goûter tous les fruits, toutes les perles et puis aussi les difficultés qu'on a pu traverser. Si ça a été une vie professionnelle extrêmement épanouissante qu'on est amené à quitter pour suivre son conjoint expatriation et que c'était un boulot il y a des personnes comme ça que moi je reçois qui ont quitté un travail qui était vraiment le boulot qu'ils adoraient, quoi, dans lequel il y avait un épanouissement de tout leur être. Eh ben, quelque part, il y a un peu une petite démarche de deuil à faire si ce travail-là n'est plus possible de le faire dans un contexte d'expatriation. Il y a cette démarche de deuil à faire, d'accepter, de redire oui au projet d'expatriation dans le concret du quotidien, quand on a touché du doigt ce que ça voulait dire que ce boulot qu'on a laissé ou cette identité professionnelle à reconstruire, du coup les difficultés ou les fragilités ou les vulnérabilités que ça fait ressortir, c'est redire oui à ce projet en laissant voilà, le passé au passé, en se disant maintenant je m'incarne vraiment dans ce moment présent et je réfléchis à ce que je suis maintenant et je regarde vers l'avant en me disant comment construire avec ce que je suis, mais vraiment mon assise, mes compétences, comment regarder vers l'avant et construire un projet vers lequel je sens un désir me porter, je sens une motivation. Il y a des signaux vraiment en psychologie qui sont très visibles pour voir si vraiment on monte entre guillemets dans le bon train, dans le train avec soi-même, savoir si voilà, il y a cet enthousiasme, il y a cette motivation ou au contraire il y a de la fatigue, on a l'impression de forcer le truc, il y a des problèmes de sommeil, voilà, des choses comme ça qui en fait sont des petits signes qu'on peut repérer aussi pour se dire bah là je vais dans la bonne direction, là c'est peut-être pas le moment, là il faut que j'attende un peu. Voilà, ce serait un peu les premiers éléments de réponse par rapport à la question Margot, puis je laisse Davina prendre la Ouais, suite. après, moi, je vais rentrer un peu plus dans le côté moins sympa, mais administratif, c'est-à-dire que on n'a pas toujours les statuts qu'il faut, on peut pas toujours travailler soit en tant qu'employé, soit. Donc là, il faut aussi se renseigner dans les démarches. Euh, Quels sont les moyens les plus logiques de créer une activité qui soit légalement possible aussi. Ça veut dire, bah, par exemple,
s'enregistrer en tant que freelance ou bien créer une activité ou bien tout ça. C'est aussi des démarches qu'il faut faire au début quand on sait ce qu'on veut faire et on se dit, ça y est, je sais ce que je veux, j'y vais. Quels sont les modèles que je peux créer pour que je puisse avancer sereinement parce que, comme tu dis, Juliette, si tu as une idée hein, d'un projet et que tu veux le lancer, mais qu'après tu te retrouves avec des difficultés légales ou des contraintes administratives qui sont plus prenantes que de faire ce que tu aimes vraiment, ça parfois, ça peut aussi démotiver. Donc il y a des formats d'activités professionnelles qui peuvent être créés, qui peuvent aider justement à faciliter le passage de je crée mon entreprise à je fais une activité qui me correspond. Et ça dépend d'un pays à l'autre, évidemment. Il faut vraiment se renseigner d'un pays à l'autre, juridiquement parlant. Et vous, à titre personnel, dans votre expérience d'expatriation, est-ce que votre regard sur sur la manière d'être professionnel, sur la manière d'être actif en tant que conjoint expatrié a changé? Ou est-ce que ça vous a demandé beaucoup de temps? Moi, je suis passée d'un monde où au Liban, il fallait se bagarrer pour avoir le droit d'être une femme enfin, qui avait un rôle managérial et qui avait des enfants. Alors, à l'époque, là où j'habitais, les gens nous jugeaient facilement. C'était difficile de continuer à vouloir travailler. Il y avait un vrai problème avec la société dans cet engagement-là. Et quand je suis arrivée à Chypre, je me suis retrouvée face à un milieu où on avait plus de liberté. Et donc, ça m'a pris du temps de m'autoriser moi-même toute seule, d'enlever ces freins justement, en me disant, tu as le droit, tu n'es pas une mauvaise maman si tu décides de continuer ta carrière. Tu as le droit aussi de te lancer, de faire quelque chose que tu aimes et de continuer à travailler, de ne pas choisir. Et oui, ça m'a pris du temps, mais je pense que c'est un chemin qu'il faut faire avec soi-même. Et justement, le côté psychologique, j'aurais aimé à l'époque rencontrer quelqu'un comme Juliette pour m'aider justement à enlever ces freins, à pouvoir avancer envers moi-même sans me sentir coupable. Ou alors, il faut installer d'abord la famille, les enfants, il faut que le conjoint qu'on accompagne puisse travailler dans de bonnes conditions. Et nous, on passe très souvent après, en fait. Donc, c'est pas facile de se trouver une place en tant que conjoint accompagnateur expatrié, mais aussi quelqu'un qui a envie de se dire, mais j'ai pas envie d'être que ça. Je veux aussi trouver mon monde à moi, mes raisons de me lever le matin et pas juste pour aller amener les enfants à l'école. Et il faut que je me l'autorise. Et effectivement, Juliette, pour le coup, elle joue un rôle incroyable parce qu'elle a les clés pour débloquer ce genre de choses. Et je pense que quand on a quelqu'un comme Juliette dans sa vie, on peut aller plus vite et on peut effectivement avancer plus rapidement. Je sais pas ce que tu en penses, Juliette, mais Alors, je voulais rebondir justement sur ce que tu disais, Davina. Il se trouve que, donc moi, en tant que psychologue, j'accompagne beaucoup de conjoints expatriés et j'anime également des webinaires sur le syndrome de l'imposteur, dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. En fait, il y a vraiment ce mouvement à faire de se dire, ou en tout cas de permettre aux gens de s'autoriser à prendre leur place, c'est-à-dire toute leur place. En tant que conjoint expatrié, moi j'entends beaucoup de gens qui vivent silencieusement une vraie solitude intérieure et qui osent pas en fait porter, mettre des mots dessus, faire entendre leur voix. Parce que ils ont du temps, parce qu'ils sont aidés à la maison, parce qu'ils habitent dans des pays, etc., que les week-ends sont beaux, etc. Mais il peut y avoir une vraie souffrance et une vraie recherche identitaire, et notamment un vrai deuil par rapport à une vie professionnelle linéaire, rassurante, projective, etc. Et tout le travail, c'est effectivement de pouvoir déconstruire les attentes préalables que l'expatriation a fait voler en éclats, pouvoir reconstruire, amener vraiment aider la personne à reconstruire sur ses ressources, grâce à ses ressources et à une image d'elle-même revalorisée, en fait, qu'elle puisse reconstruire sa place et prendre toute sa place. Mais ce cheminement chez les conjoints, il est vraiment répandu. Aujourd'hui, en plus, les profils des expatriés, enfin des conjoints expatriés ont changé. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de personnes quittent leur boulot pour suivre leur conjoint. Donc, il y a vraiment une rupture
qui se fait et une rupture au niveau professionnel qui fragilise énormément. Et donc moi, je travaille avec ces conjoints expatriés pour les amener à regarder leurs ressources et à définir leurs projets quelque part, que ce soit un projet professionnel de formation, associatif, artistique. Mon sujet, il n'est pas que la personne investisse l'un ou l'autre des domaines, c'est qu'elle s'investisse dans son projet d'expatriation. Et sans se là-dessus, sentir coupable. sans se sentir coupable, j'allais y venir. Cette bonne vieille copine qu'est la culpabilité, qu'on connaît voilà, tous plus ou moins dans nos vies, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en cabinet et en particulier en expatriation. Parce que même par rapport aux familles restées en France, aux amis, etc., le fait de pouvoir dire, bah, en fait, ça n'est pas facile pour moi parce que j'ai tout à reconstruire, bah, en fait, c'est difficilement entendable et du coup, les portes se ferment, les oreilles se ferment des autres et on peut se sentir très seul. Donc là-dessus aussi, l'espace de soutien et d'écoute psychothérapeutique peut vraiment être un lieu pour venir déposer ça et commencer un chemin de reconstruction à travers cette redéfinition d'objectifs personnels. Et c'est là où on en revient à l'idée il faut savoir qui nous sommes aujourd'hui et ce qu'on veut créer autour de ça. Si on a perdu cette identité-là, comme tu l'as dit, il faut l'utiliser pour la retransformer et trouver vraiment le moyen de se dire, je suis avec effectivement une autre personne après l'expatriation, mais je suis quand même capable de faire plein de choses et j'ai le droit d'y arriver, quoi. Merci beaucoup. Bonjour Domiti, j'ai vu que Domiti venait de nous rejoindre. Est-ce que quelqu'un a encore une question avant qu'on clôture ce webinaire? Bonjour, moi j'ai une question plus sur les modèles que vous avez vus tous en expat. En fait, moi ça fait à peine un an que j'ai suivi mon mari et je vois pas trop autour de moi de modèles de femmes d'expat qui ont à la fois un job intéressant, pérenne, enfin sur le long terme, éventuellement, enfin on pense facilement au modèle freelance, mais du coup qui est quand même une vie un peu locale, qui fasse sortir de chez soi, qui est avoir des collègues, etc. Et plus avoir un peu des idées de votre part, de toutes celles qui ont des idées là autour de la table, de voilà, de boulot qui soit pas tout seul derrière son ordinateur dans son appart ou sa maison, qui fasse un peu voir du monde. Alors là, pour le coup, moi, c'est exactement le problème que j'ai rencontré il y a quelques années, Ophélie, c'est que je me suis retrouvée derrière mon ordinateur toute seule, à connaître personne dans un pays que je connaissais pas. La première chose qui m'a aidée, c'est les associations françaises francophones locales. Clairement, ça a changé toute ma vie. J'ai eu l'occasion de rencontrer du monde. Après, il y a les espaces de coworking qui peuvent aider parfois également. Après, il y a les événements comme les réseaux parce que les réseaux, les sorties networking, les événements professionnels. Euh, Personnellement, moi, j'aime les gens, j'aime le contact avec les gens. Donc c'est quelque chose qui est facile pour moi. Je sais que c'est pas facile pour les autres, mais je vous invite à, même si vous devez travailler derrière l'ordinateur parce que vous êtes une freelance, je vous invite à participer, aller à la rencontre des gens. Ça vous aidera aussi à mieux connaître le marché sur lequel vous êtes. Ça vous aidera à mieux comprendre comment les gens fonctionnent. Quelles sont aussi les faiblesses du marché et vous pourriez peut-être y apporter quelque chose de cohérent. Et en fait, il faut absolument que vous sortiez de votre espace derrière l'ordinateur, qui est un espace qui est à la fois rassurant, mais qui nous enferme énormément. Et Expat Pro, pour le coup, moi aussi, ça m'a énormément apporté parce que on est tous dans le même cas et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans notre pays. Je sais pas où vous êtes, Ophélie, je sais pas dans quel pays vous êtes, mais vous n'êtes En pas seul. Tanzanie. Mais on est. Non, effectivement, il y en a d'autres, hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Expat Pro, justement, rassemble plein d'autres gens comme nous tous. Et je trouve que ça fait du bien de se dire qu'on a, en fait, on vit plus ou moins tous la même chose en tant qu'expat. En fonction de votre caractère et de votre personnalité, je vous proposerai de vous adapter. Mais vraiment, les associations francophones françaises, c'est quelque chose d'incroyable. Faut aller taper à la porte s'il y en a. Vous pourriez être surprise et tous les événements qui parfois vous ressemblent peut-être pas, mais vous pouvez faire des rencontres incroyables, faire des collaborations, enfin, Juliette, elle habite en Afrique du Sud, on s'est jamais rencontrés, mais c'est une rencontre qui pourtant est très belle et qui, même si je suis derrière mon ordinateur, évidemment, mais voilà, ça nous permet de se rencontrer tous ensemble comme ça. Et je peux en rediscuter avec vous, je peux vous proposer aussi quelques autres idées si vous voulez, n'hésitez pas.
mais essayez autant que possible de sortir et de rencontrer les gens sur le marché dans lequel vous êtes, la communauté peut-être, euh, et ce que vous pouvez faire aussi sur place. Merci beaucoup. Juliette, tu veux apporter une réponse supplémentaire? Alors, par rapport à ce que tu disais, Ophélie, la question, il me semble que, il y a des contextes soit de multi-expatriation, ou bien si c'est une seule expatriation, il y a peut-être aussi dans la façon de voir la poursuite ou le nouveau plan de carrière à travers ce prisme-là aussi. La question de se voit qu'il y a des points aussi qui sont assez cruciaux pour les conjoints, c'est notamment le fait de savoir la durée de l'expatriation. Est-ce qu'on sait qu'on est là pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou est-ce que c'est des open contrats où on ne sait pas trop, où on peut être appelé du jour au lendemain à bouger? Ça joue aussi sur l'investissement. Après, sur les différents profils de personnes, de conjoints expatriés qui peuvent poursuivre des carrières, s'il y en a par exemple quelques-uns que je peux voir qui restent en remote pendant les premiers mois ou les premiers temps d'expatriation, à terme, ça pose quand même des difficultés de synergie, d'intégration d'équipe. Donc pour les conjoints, moi, il me semble, de mon point de vue, mais voilà, c'est ouvert à vos visions des choses. C'est une situation qui, à terme, est peut-être un peu compliquée à tenir sur plusieurs années, quoique certains modèles maintenant de boîtes le permettent. Et après, c'est de voir comment est-ce que, je crois que, comment est-ce qu'un projet professionnel peut se déplacer en fonction de votre parcours. Et c'est là où l'approche de Davina me semble vraiment particulièrement intéressante, de se dire, si je veux avoir une continuité dans ma vie professionnelle, par exemple, si j'ai épousé un diplomate hein, ou une diplomate, ou que je suis amenée parce que je sais que mon conjoint est dans une dynamique où il va changer tous les 3 4 ans de poste pendant les 12 prochaines années, bah, je sais que, voilà, ça c'est les contraintes aussi, je sais que il est à ce moment-là pertinent d'organiser mon activité professionnelle si moi j'ai besoin d'une continuité pour mon équilibre. Et ben de l'organiser comme une continuité dans le sens où le projet va me suivre. Et donc là, c'est toute l'approche de Davina. Donc je dirais que voilà, ça dépend aussi des circonstances et d'un certain nombre de facteurs. Mais j'appellerais d'abord à la créativité et à la réflexion parce que le champ est ouvert. C'est vraiment moi le sentiment que j'ai eu en expatriation. Et c'est une page blanche qui ne demande qu'à être remplie de tout ce qu'on peut apporter, de tout ce qu'on peut construire en fonction de ses envies, son désir, ses motivations, bien sûr ses Et du contraintes pays où on est aussi, ouais. du pays. Ouais. Exactement. Merci les Merci deux. beaucoup. Pardon, Ophélie, je vous ai coupé. Merci à vous deux pour ces éclairages. Notre webinaire arrive à sa fin. Vous aurez le replay par mail et consultable sur notre chaîne YouTube et sur le site Expat Pro, avec les coordonnées de Davina et de Juliette si vous avez envie de les recontacter. Un grand merci à vous deux pour cette présentation et merci à vous toutes pour votre participation active à ce webinaire. Et peut-être à bientôt sur un autre webinaire Expat Pro. Merci Margot, merci à Expat Pro et merci à toutes d'avoir été là aujourd'hui. On est tous très, très occupés et pourtant vous êtes tous là, donc c'est toutes là. Et je rappelle quand même vraiment, moi pour le coup Expat Pro, ça m'a aidé à voir l'expatriation et l'entrepreneuriat différemment. C'est une très belle communauté et vos webinaires, vos rencontres, c'est une très belle façon de rencontrer des gens comme nous qui nous ressemblent. Donc, Ophélie, vous n'êtes pas seule. On est tous, on est toutes un peu dans le même bateau et on est là pour les unes les autres si besoin. Merci Margot. Bon après-midi à toutes, ou bonne journée, ou bonne soirée, en fonction de où vous êtes dans le monde. À bientôt. Merci. Merci Au revoir. Juliette. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.